Donc, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau module, un module un peu particulier. Vous voyez un tableau blanc ici, on va aborder la comparaison entre exercer une activité en personne physique ou exercer une activité en société. Alors effectivement, c'est un choix qui va se poser à vous dès le début. Donc, vous souhaitez exercer n'importe quelle activité, vous allez devoir en premier lieu choisir est-ce que j'exerce cette activité en personne physique ou en société. Alors, on va démystifier, ou du moins on va parler de tout un tas de représentations que les entrepreneurs ont sur la personne physique. Alors, la plupart du temps, et on a tous des voisins, des copains qui vont vous dire le plus simple, c'est commence en personne physique et puis tu verras si ça fonctionne, tu passeras en société. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, on va reprendre tout de la base et on va se poser la question, pourquoi est-ce que notre cher législateur nous a donné le choix soit d'exercer en personne physique, soit d'exercer en personne morale? Alors, un des thèmes qui arrivait en premier lieu il y a quelques années, je vais vous expliquer pourquoi c'est plus vrai, c'est la question du capital. Alors, avant la réforme du Code des sociétés qui a eu lieu en mai 2019, beaucoup d'indépendants ou de candidats indépendants se disaient « Ah, si je veux créer une société, ça va me coûter 18 000 €. » Alors pourquoi est-ce que ce chiffre était avancé? Parce qu'il est vrai qu'avant cette réforme du Code des sociétés, lorsqu'on voulait créer une SPRL, on était obligé de souscrire 18 000 €, 18 500 € de capital pour être exact, et d'en libérer soit 6 200 si j'étais associé avec au moins une personne, et 14 400 si j'étais dans une SPRL-U. Pour beaucoup, déjà, première erreur, c'est de penser que ce capital, c'était de l'argent perdu. Alors bien sûr que non, c'était déjà pas de l'argent perdu. C'est-à-dire que je promettais, capital libéré, je promettais à la société de type SPRL de lui verser 18 500 €. Ces 18 500 € serviraient dans le cadre de la société, et promettait minimum de libérer 6 200 €, le tout confirmé par un plan financier. Alors, c'était déjà un obstacle parce que beaucoup se disaient 6 200, je ne les ai pas, c'est des grosses sommes. Alors, premier constat, une même activité va nécessiter la même somme d'achat de matériaux que je sois en personne physique ou en société. Je m'explique. Demain, vous voulez lancer une société de parcs et jardins, c'est-à-dire vous voulez tondre des pelouses, tailler des haies. Vous allez avoir besoin d'un minimum de matériel. Ce matériel ne va pas coûter plus cher en société ou en personne physique. Il y a fort à parier que si vous voulez, ne serait-ce qu'une tondeuse professionnelle, un coupe-haies, une remorque, vous allez vite arriver à 6 200. Donc je dirais à l'entrepreneur en devenir que vous êtes, si déjà à l'époque c'était un obstacle, 6 200 €, je vous aurais dit, est-ce que vous êtes sûr de vous lancer en tant qu'entrepreneur? Parce que si 6 000 € ça constitue une barrière, vous ne lancez pas, ça va vite être la cata. Première réflexion. Alors maintenant, donc, à l'époque, avant la réforme du Code des sociétés, c'était déjà une erreur, une représentation erronée que de dire que ce capital devait être un frein. Mais maintenant, il n'y a même plus 18 000 € de capital, c'est-à-dire qu'on crée une SRL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée, on la crée pour la modique somme de 1 € avec évidemment un plan financier qui doit justifier cette idée de capital. On n'appelle même plus ça capital, on appelle ça apport en société. Donc vous pouvez très bien de nos jours créer une société avec 100 €, créer avec 1 000 € ou avec 5 000 ou avec 25 000 €, mais minimum 1 € d'apport à la société. Ce qui est déjà
soi-disant un moindre obstacle. Alors, à nouveau, c'est pas parce que vous pouvez faire une société sans capital avec 1 € que c'est ça qu'il faut faire, puisque votre société, elle va avoir besoin, pour fonctionner, déjà, elle va avoir besoin de payer les frais de notaire. Les frais de notaire s'élevant à 1200 €, euh, déjà 1 €, c'est pas possible. Donc, une société avec moins de 2000 € de nos jours, vous n'allez pas la trouver, ne serait-ce qu'à cause de ces frais de notaire. Alors, ça me fait le lien avec une autre représentation, c'est de se dire, la société, ça coûte plus cher qu'indépendant. Et souvent, et c'est pour ça que j'ai d'abord abordé la question du capital, c'est qu'on disait, ben, une société, ça coûte 18 000 €. Non, ça ne coûte pas. Les 18 000 €, je ne les ai pas perdus. Donc ça, c'était la première représentation fausse. Deuxième représentation fausse, c'est de se dire, ben, une société, ça coûte plus cher qu'un indépendant. Alors, vous avez en partie raison et en partie pas raison. Il y a un coût de création de société. Il faut compter qu'une société, c'est 1200 € hors TVA, chez les frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notariaux pour l'acte de constitution. Ces 1200 €, c'est un coût, c'est-à-dire que vous ne les reverrez pas. Et on se dit, ben, ils n'existent pas pour la personne physique. À nouveau, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que celui qui est propriétaire d'une habitation, comme il est en personne physique, je le verrai tout de suite après, son patrimoine privé et professionnel sont confondus, y compris sa maison. Ce qui veut dire que sa maison, la maison d'un entrepreneur, elle est à risque dans son activité. On pourrait venir la saisir. Et donc, le législateur avait pensé à cette possibilité d'épargner la maison, c'est-à-dire d'enlever, de soustraire la maison à vos futurs créanciers, et il avait créé une procédure qui s'appelle un acte d'insaisissabilité, qui se passe devant notaire, et je vous le donne en mille, cet acte d'insaisissabilité, il coûte 1000 €. Ce qui veut dire qu'en fait, je veux dire, la personne diligente qui voulait mettre à l'abri sa famille, ou en tout cas protéger son patrimoine, s'il était propriétaire, faisait un acte d'insaisissabilité, mais qui lui coûtait 1000 €. Donc, à ce tarif-là, j'aurais préféré à votre place créer une société. Donc, je dirais, pour le capital, c'est une fausse représentation. Pour le coût, dans la plupart des cas, ceux qui sont propriétaires auraient dû faire un acte d'insaisissabilité. Et donc, le coût était une fausse idée. Par rapport à ce coût-là, on me revient souvent en disant « oui, mais la comptabilité coûte plus cher en société qu'en indépendant ». À nouveau, c'est faux. Alors, beaucoup de mes confrères véhiculent cette idée-là, qui est fausse, en disant ben non, moi, mon comptable, il m'a dit que ça me coûterait plus cher si je passais en société. Ces honoraires, en tout cas, seraient plus chers. J'aurais tendance à dire à mes confrères, allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand vous êtes en personne physique, votre comptable, la plupart du temps, ne vous offre pas une comptabilité. Ce qu'il vous offre, c'est une prestation de déclaration TVA. Et donc, vous le payez tous les trimestres pour la fameuse TVA. Ce qui est un risque pour vous, parce que ça veut dire que vous n'avez pas de comptabilité. Vous n'en avez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ça veut dire que si vous demandez à votre comptable de vous sortir une vraie comptabilité, ben, il ne saura pas vous la donner, il saura tout au mieux vous sortir ce qu'on appelle un compte de résultat, et ce compte de résultat pourra omettre une série de choses, puisqu'il ne le vérifiera pas avec vos financiers. Donc, grosso modo, retenez que pour avoir une vraie comptabilité, théoriquement, je dois encoder vos pièces justificatives de sortie, vos factures de sortie, vos factures d'entrée et vos financiers. Mais qu'en personne physique, la loi ne vous oblige pas à encoder les financiers, mais uniquement la caisse. Alors qu'en société, vous êtes obligé d'avoir une comptabilité qu'on appelle une comptabilité en partie
double. Et là, le comptable est obligé de vous faire une comptabilité et pas simplement une déclaration TVA. Donc, pourquoi est-ce que ça coûte soi-disant plus cher en société? C'est qu'en société, vous avez une comptabilité et vous n'avez pas le choix, alors qu'en indépendant personne physique, souvent, vous n'avez pas de comptabilité. Et donc, ce n'est pas que la comptabilité coûte plus cher, c'est que le produit n'est pas le même. D'un côté, vous avez une comptabilité complète, société, et de l'autre côté, souvent, vous n'avez pas de comptabilité complète, mais simplement une comptabilité simplifiée. Est-ce que vous pouvez avoir en personne physique une comptabilité complète? Oui, bien évidemment. Et donc, si vous avez un nombre de pièces égales, vous êtes personne physique ou société et vous voulez une vraie comptabilité, ça vous coûte tout simplement la même chose. Donc, mes confrères comptables devraient avoir l'honnêteté intellectuelle de vous dire, ce n'est pas que ça coûte plus cher, c'est que le service n'est pas le même. Et si service égal, normalement, prix égal. D'accord? Donc, ça, à nouveau, c'est une fausse idée que ça coûte plus cher. Alors, je fais une petite aparté, enfin non, je ferai l'aparté sur les comptables après. Alors, troisième idée sur la comparaison personne physique société, donc on a vu que le coût, c'était finalement une fausse idée. La fiscalité, c'est aussi une grosse différence. D'un côté, en personne physique, vous êtes soumis à une fiscalité sur les revenus, c'est-à-dire l'IPP. On est en pleine période, vous avez dû recevoir ces moments-ci, je pense il y a quelques jours, vous avez reçu un mail de l'administration fiscale pour vous dire votre IPP est en ligne, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus, l'impôt des personnes physiques. De l'autre côté, vous êtes soumis en société, la société à l'ISOC, impôt sur les revenus des sociétés, et le dirigeant est soumis à l'IPP. Alors on va se dire, ben, est-ce qu'il y a une grosse différence fiscale? Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'IPP, et à nouveau, j'ai beaucoup de confrères qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de dire que l'IPP possède un gros désavantage, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre salarial. Quand vous êtes à l'IPP, grosso modo, ça fonctionne comment? Là, vous avez reçu un mail de l'administration fiscale qui vous demande une chose. Elle vous dit déclarez vos revenus et soustrayez vos frais. Et puis, vous avez droit à une série d'abattements. Du total de vos revenus moins vos frais, vous avez droit à une série d'abattements et sur le solde, vous êtes taxé. Et comment marche cette taxation-là? Sylvain est en train de dessiner un escalier, c'est parce que par tranche, vous êtes taxé à un certain pourcentage. Donc de 0 € à 8 000 €, vous commencez, je pense, à 35 à 30%, puis vous passez à 40%, puis 45% et puis 50%, si ma mémoire est bonne. Donc, premièrement, vous pouvez aller jusqu'à 50% et vous pouvez même aller plus haut puisqu'il y a des centimes additionnels sur l'impôt que vous payez. Donc, vous pouvez aller à plus que 50% au maximum et sur la tranche la plus élevée. D'un autre côté, vous n'avez pas le choix d'être taxé sur votre salaire. Je m'explique. Qu'est-ce que le salaire d'un indépendant personne physique? Ben, c'est en gros tout ce qu'il a déclaré en facture ou en revenu comptoir, moins ses frais. Et la différence entre les deux, c'est le salaire de la personne physique. Alors que vous pourriez vous dire, bah oui, j'ai facturé X, j'ai eu Y de frais, la différence, c'est mon bénéfice qui est taxé, mais seulement une partie, je voudrais que ce soit considéré comme salaire. Et ça, c'est ce qui est permis à l'ISOC. À l'ISOC, le système, c'est la même chose, c'est-à-dire vous déclarez vos revenus et vous enlevez vos frais, mais le taux de taxation, lui, il est uniforme.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Sur les premiers 100 000 euros, vous êtes taxé à 20% et après à 25% au maximum sur le bénéfice imposable. Ça veut dire que 100 000 euros, c'est déjà une belle tranche. Et on est en train de parler de 20 et 25%, c'est-à-dire moins que la première tranche d'imposition à l'IPP, déjà. Donc, déjà, je dirais 1,0 pour la fiscalité société. Et puis, il y a tout un tas de mécanismes fiscaux qui existent en société qui n'existent pas à l'IPP. Donc, ne serait-ce que pour l'ISOC, vous êtes gagnant. Vous avez vu que j'ai rajouté plus IPP pour le salaire du dirigeant, parce que là, contrairement à ce que Sylvain a mis, enfin, pas contrairement, Sylvain a dit choix barré du côté IPP, c'est qu'à l'ISOC, vous pouvez décider ce qu'est votre salaire. Vous n'avez pas le choix de dire mon salaire, c'est tout ce que j'ai déclaré. Et donc, ça a aussi des avantages. Et comme je vous l'ai dit, reprenons le système des pensions de la vidéo précédente, vous avez le choix de cotiser pour votre pension, par exemple, d'avoir des rémunérations alternatives. Vous avez le droit de bénéficier d'une série d'avantages fiscaux dans une société. Donc, c'est plus intéressant fiscalement une société. Alors, pour vous en convaincre, demandez-vous pourquoi les médecins passent en société, pourquoi les comptables exercent en société, pourquoi toutes les professions libérales passent en société. C'est bien qu'il y a un avantage. Donc, ne me la jouez pas. Oui, mais moi, je connais une personne physique. La plupart des gens qui restent en personne physique, c'est pour des mauvaises raisons et c'est un mauvais choix. Point. Il n'y a pas d'explication. Donc là, je vous ai déjà donné 3 arguments. Donner un 4e argument, qui est l'argument massu, c'est le risque patrimonial. Le risque patrimonial, c'est, en personne physique, votre patrimoine, c'est-à-dire tout ce que vous possédez, votre voiture, votre maison, votre compte en banque, tout. Et à l'intérieur de ce patrimoine privé, vous avez un patrimoine professionnel, c'est-à-dire tout le matériel, tout ce qui vous sert à votre activité professionnelle. Et c'est bien dedans et pas à l'extérieur. Et si on fait un œil qui regarde votre activité, ben cet œil-là, qu'est-ce qu'il verra? Il verra l'enveloppe du patrimoine privé. Et cet œil-là, en fait, il représente vos créanciers, l'État, vos fournisseurs, vos employés. C'est vos créanciers. C'est ceux qui qui peuvent exiger de l'argent de votre part. Ce qui est assez embêtant parce que, en fait, quand l'État, vous lui devez une dette qui est née à cause de l'exercice du patrimoine professionnel, donc vous êtes coiffeur, vous exercez une activité de coiffeur en personne physique, vous faites des dettes parce que vous avez des dettes fournisseurs, vous avez des dettes d'impôts à l'État, de précompte, pas de précompte si vous êtes tout seul, mais dette sociale, INASTI, eh bien l'État va regarder l'entièreté de votre patrimoine. Et dans votre patrimoine, ben, il y a votre maison, il y a votre compte en banque, mais il y a aussi, par exemple, ben, le salaire de votre épouse ou de votre époux. Donc, le risque patrimonial, il est de 100%. Et je fais un lien avec l'idée des 18 500 euros qu'avant je vous avais parlé. Donc, je vous avais dit, tiens, avant la réforme de 2019, il y avait une règle des 100 de 18 500 de patrimoine de capital minimum. Et maintenant de 1 euro. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, le législateur avait exigé un patrimoine minimum? Ben, c'est tout simplement pour couvrir ad minima les tiers. Et le tiers, c'était en particulier lui qui visait. Quand vous êtes en personne physique, là tout en bas, ce que Sylvain a dessiné, vous avez fait un chèque en blanc à l'État. L'État, si vous remplacez le mot créancier par État, ben en fait l'État, il a une vue sur 100% de votre patrimoine. Et donc, il ne vous demande pas de capital minimum puisque vous lui avez déjà tout donné.
Donc, celui qui se croyait en plus en sécurité en étant personne physique, il avait déjà fait un chèque en blanc. Vous étiez déjà à poil devant l'État. Donc, risque patrimonial maximum. À ça, on va répondre souvent, oui, mais moi, je protège ma maison, je fais une déclaration d'insaisissabilité. Il a Ouais, vas-y. protégé sa maison, il a le même coût qu'une société, mais l'entièreté du reste de son patrimoine est à risque. Ce qu'on oublie de dire avec la déclaration d'insaisissabilité, c'est que puisqu'elle protège la maison des créanciers, ben, elle augmente le risque des créanciers. Or, qui déteste voir son risque augmenter, c'est les banques. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait une déclaration d'insaisissabilité, puis que vous voulez aller voir une banque qui normalement vous aurait demandé pour tel ou tel emprunt une hypothèque, bah, elle va dire, bah, en fait, je ne vous le fais pas pour autant que mon hypothèque soit impossible à cause de la déclaration d'insaisissabilité. Et en fait, ça risque de vous mettre dans l'embarras si demain vous voulez faire des emprunts. Comment est-ce que la société vous protège de ce risque patrimonial? Ben, c'est plutôt que d'avoir un seul cercle bleu, vous vous avez deux cercles. Vous avez toujours le même cercle de patrimoine privé et vous avez un cercle société, patrimoine professionnel. Quel est le lien entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel? Ben, c'est que le patrimoine privé a donné de l'argent qui s'appelle capital à la société et en retour, vous avez reçu des parts. Comment est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes propriétaire d'une société? Ben, parce que vous savez prouver vous en possédez des parts, des actions. Et si on refait l'œil, ben, l'œil des créanciers, qu'est-ce qu'il voit? Ben, là, il voit que le patrimoine professionnel. Il ne voit pas le patrimoine privé. Donc, toutes les créances qui sont nées de votre activité sont protégées par le fait que vous avez créé un être différent, c'est-à-dire la société qui a une personnalité juridique propre. Donc je dirais à nouveau sur ce concept de risque patrimonial, la société sort largement gagnante. Alors, cette séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, elle n'est pas absolument imperméable. Il y a quand même quelques exceptions, non? Alors effectivement, il y a une exception qui est la responsabilité des fondateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont là dès le début, à l'acte, en cas d'insuffisance de capital. Ça veut dire quoi tout ce charabia? C'est que je vous ai dit que depuis la réforme du Code des sociétés, on vous l'a expliqué tout au début dans les premières vidéos, qu'il y avait une obligation de faire un plan d'affaires qui était régi par la loi. Ce plan d'affaires va justifier du capital, d'accord? Il doit être fait par un professionnel du chiffre, donc il doit être... Alors, la loi n'exige pas qu'il soit fait par un professionnel du chiffre, ce qui était le cas dans les SPRL Starter. Maintenant, il ne doit pas être fait par un professionnel du chiffre, ce n'est pas une obligation légale. Par contre, il est suffisamment compliqué, d'après la loi, pour que la plupart des entrepreneurs passent par un comptable parce que tout seul, ils n'arrivent pas à respecter le prescrit légal. Et puisque vous donnez un outil qui est ce plan financier, cet outil pourra se retourner contre vous si, par exemple, vous avez mal fait le plan financier. Alors, mal fait, ça veut dire quoi? Vous avez manifestement voulu exercer une activité pour laquelle vous n'avez pas mis assez de capital. Vous avez mis, par exemple, 1000 euros dans votre société, ce qui était, par exemple, largement insuffisant que pour couvrir euh, vos, euh, vos 2 premières années de fonctionnement. Donc, votre responsabilité, elle n'est pas ad vitam. C'est si dans les 3 ans de la création, vous venez à faire faillite, on va ressortir le plan financier et on va regarder si ce que vous aviez prévu comme capital était suffisant pour que la société dure minimum 2 ans. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez être responsable sur votre patrimoine privé. Si on Donc, arrive à prouver que
que la faillite est liée à la sous-capitalisation. Voilà. Si demain vous étiez sous-capitalisé, mais en fait vous tombez en faillite parce que vous vous êtes lancé le 1er mars et que 2 semaines après, confinement, et qu'en fait vous n'avez pas pu faire face à vos charges fixes, ben, vous pourrez toujours dire à situation exceptionnelle, j'aurais pas pu le prévoir. Donc, voilà, tout simplement, c'est une responsabilité qui est là. Ce n'est pas une responsabilité qui est souvent exercée par les juges de l'entreprise. Sachez juste qu'elle est là. Mais, moyennant que vous n'avez pas fait n'importe quoi avec ce plan financier, vous êtes largement couvert en termes de responsabilité. Alors voilà, faillite frauduleuse, c'est effectivement si on arrive à prouver qu'il y a un délit, la fraude étant un délit, une faillite frauduleuse, c'est que vous aviez l'intention de, euh, de frauder la loi, donc d'aller contre la loi. Ça devient donc un délit, ce qui veut dire, qui dit délit dit responsabilité pénale, il dit infraction pénale. Et donc quand ça devient une infraction pénale, c'est pour ça que lors de la faillite, lorsque vous faites un aveu de faillite ou lorsqu'on vous cite en faillite, il y a ce qu'on appelle une descente de faillite dans laquelle il y a un juge commissaire et il y a un curateur. À la fin de son rapport, le curateur transmet son dossier au parquet et décide ou pas de le transmettre au parquet. Je ne suis pas juriste, et je pense qu'il n'a pas l'obligation de le transmettre au parquet. Mais s'il le transmet au parquet parce qu'il estime qu'il y a quelque chose dans la faillite qui pourrait faire penser à un délit, il est transmis au parquet. Le parquet pourrait poursuivre. Et donc là, ça devient un délit pénal. Et là, on est cité au pénal. Ce qui veut dire que quand on est au pénal, si le parquet décide de poursuivre, il peut y avoir une instruction et cette instruction peut mener à une citation à comparaître. Et s'il y a citation à comparaître, qui dit délit dit éventuellement peine d'emprisonnement et peine d'amende. Souvent, dans le cadre des faillites frauduleuses, il y a ce qu'on appelle des peines de confiscation. C'est-à-dire qu'on vient confisquer vos biens, en tout cas pendant le le procès, il peut y avoir même un gel des avoirs. Donc voilà, ça peut aller loin. C'est comme ça, par exemple, qu'Al Capone s'est fait choper. En fait, Al Capone n'a pas été arrêté pour meurtre, il a été arrêté pour fraude fiscale. Voilà. J'ai mis capital à libérer aussi dans les exceptions. Je me suis engagé à verser du capital privé, de mon patrimoine privé vers la société. Je ne l'ai pas encore fait. Bah, évidemment qu'on va aller chercher la différence de ce capital. Si j'ai des dettes à rembourser, on va me dire bah, merci de libérer le capital illico presto, histoire de pouvoir rembourser ses dettes. Et alors, je mettrai un quatrième point qui sont les garanties à lever si vous avez, par exemple, été trouvé la banque et que la banque a demandé des garanties personnelles. Vous allez demain, vous créer une société, la banque va vous demander une garantie personnelle sur le véhicule que vous allez acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit si la société n'est pas capable de payer le prêt, je vais aller chercher chez vous. Alors attention que plus la liste des exceptions s'allonge, plus vous êtes en train de vous dire ouais, mais donc, on n'est pas protégé en société. Si, ça, c'est pour vous montrer que la scission entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, elle n'est pas absolument Illimité. fermée et hermétique et qu'il y a des petits passages. Je vous rappelle quand même que dans le cas de l'indépendant, c'est 100% chèque en blanc, 100% du risque. Donc on parle pas du tout de la même chose. Alors, ça pose donc une question, Salvatore. Quand est-ce qu'il y a risque? Quand est-ce qu'il y a risque en société?
quand est-ce qu'une activité... Parce que puisqu'on est en train de dire, je vais me faire une société pour me protéger du risque, finalement. C'est le meilleur outil que j'ai pour protéger mon patrimoine du risque. Quand est-ce qu'on peut dire que le risque est élevé et que donc il est vraiment très conseillé de faire une société? Et je dirais que jusqu'à présent, il n'y a rien qui pousse vers la personne physique. Mhm. Donc en fait, dans 100% des cas, moi, mon conseil au jour d'aujourd'hui à n'importe quel entrepreneur, c'est faites une société. D'ailleurs, là, je suis occupé à passer tous mes clients en société qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire des clients qui étaient sous des formes un peu plus exotiques comme la SNC, passent en société, tous ceux qui sont en personne physique passent en société, pas parce que les affaires vont bien, parce que une fois qu'ils ont goûté à l'IPP et que je leur montre quels sont tous les avantages de l'ISOC, il y a aucun argument qui plaide en faveur de la personne physique. Vous avez bien vu que jusqu'à présent, il n'y a rien qui dit oui, allez en personne physique. Donc, je ne dirais pas quand est-ce qu'il y a risque, c'est il n'y a aucune raison d'aller en personne physique. Ce que j'essaie de mettre en avant, c'est que on sous-estime parfois le risque qu'il y a. Or, quelque chose qu'on a l'habitude de dire à nos étudiants, c'est dès que vous avez des investissements, votre argent n'est plus liquide. Votre argent a été transformé en investissement. Et en plus, vous avez peut-être augmenté votre dette si vous avez un prêt bancaire pour faire ces investissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, j'ai un coup dur, je ne peux pas retransformer ma camionnette en une somme d'argent qui va me permettre de racheter une camionnette d'occasion et de me libérer 1000, 2000, 3000 euros pour payer des dettes. Donc, dès qu'il y a investissement, le risque augmente. Dès qu'il y a des stocks conséquents, le risque augmente. C'est le même principe. Je fais mon stock. Quand je fais mon stock, je transforme mon argent liquide en biens qui sont destinés à la vente ou à la transformation pour faire pour produire. Ça veut dire que si j'ai un coup dur, je ne peux pas, dans un claquement de doigts, retransformer ces stocks en argent liquide pour pouvoir faire face à mes dettes et donc euh, rendre de l'argent à mes créanciers. Et donc, on prend ces facteurs de risque-là, ben on est très très vite dans une situation où on vit un risque qui est conséquent. Alors, le dernier point qui bouclera la boucle, c'est la pérennité. La pérennité de l'activité, c'est-à-dire trois moments. Le premier moment, c'est la mort. On n'y pense pas, mais quand vous êtes en personne physique, vu que l'activité et la personne physique, vous êtes intimement liés, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'activité personne physique, ben, le jour où vous mourrez, que ce soit à votre belle mort ou de manière prématurée, ben, l'activité cesse. Alors vous allez me dire, ben, je suis mort, je m'en fous. Oui et non, parce que ça a des conséquences. Ça a premièrement des conséquences si vous avez du personnel et si surtout vous avez du personnel familial. Alors c'est déjà arrivé autour de moi. Voilà, un père qui travaille avec son fils. Le fils est ouvrier et le père est une personne physique. Bah, demain, le père décède. Bah, en fait, il n'y a plus d'employeur. Ça veut dire que de facto, bah, le fils il perd son emploi. Ce qui engendre une autre problématique, c'est l'héritage. Alors, si on revoit la bulle où je vous ai montré que le patrimoine professionnel était dans la bulle du patrimoine privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos ayants droit, c'est-à-dire ceux qui vont hériter, ils héritent de votre patrimoine à 100%, donc, y compris tout ce qui était dans dans l'activité professionnelle. Alors, je prends bêtement le cas d'une coiffeuse. Une coiffeuse décède, elle est en personne physique,
Si quelqu'un veut reprendre la société, en fait, elle doit racheter la société à... Enfin, pas là. J'ai été trop vite. Si une personne veut racheter l'activité, en fait, elle doit attendre que l'héritage se soit déroulé parce que les ayants droit, le mari, les enfants, vont hériter des bacs de lavage, des bigoudis, des produits de teinture. Et on ne peut pas s'y opposer. Ce qui pose aussi la question que s'il y a par exemple des ouvriers qui sont des enfants, ou des employés qui sont des enfants, ben, ils vont hériter, tout comme leurs frères et sœurs, de tout ce qui concerne le patrimoine professionnel et que donc ils doivent racheter ce patrimoine à leurs frères et sœurs avant de pouvoir continuer. Donc ça pose un problème, outre le décès à proprement parler, ça pose un problème de transmission de l'activité. En société, vous n'avez pas ce problème-là, puisque demain, la société, vous mourrez, la société, elle demeure. Et l'héritage, les ayants droit se partagent quoi? Ils se partagent les titres des actions. Donc, il n'y a pas de destruction d'activité. L'activité de la société reste intacte, si ce n'est que peut-être un de ses fondateurs est décédé. Donc, attention, c'est un aspect important. C'est exactement la même chose qui se passe si ce n'est pas la mort, mais c'est par exemple le divorce. D'accord? Donc, en cas de divorce et que vous êtes à l'amiable, vous êtes en situation matrimoniale, vous êtes pas en séparation de biens, mais en régime classique, c'est-à-dire en communauté de biens, qui est le régime par défaut, votre conjoint, en cas de divorce, peut prétendre à la moitié de votre patrimoine professionnel. Ce qui veut dire que je reprends l'exemple de ma coiffeuse, elle divorce, ben son mari il aura le droit d'avoir la moitié des bacs de lavage, la moitié des bigoudis, la moitié de ses cheveux, la moitié de tout. Alors vous allez dire, bah ouais, mais non, moi je veux continuer mon activité. Ben, il aura une arme contre vous qui est, ben, ma chérie, tu vas me racheter tous les produits. Et imaginons que vous ne tombez pas d'accord sur le prix, ben, il pourra exiger la vente forcée. Donc, attention à ce niveau-là. Un des moyens de vous prémunir de ça, c'est d'avoir un contrat de mariage. Et le contrat de mariage fera en sorte que les parts de l'un, si votre salon de coiffure doit vous appartenir à 100%, eh bien vous avez 100% des parts. Alors, c'est arrivé autour de moi aussi, et c'était précisément une coiffeuse qui pensait qu'à l'acte de constitution, elle avait 75% des parts et son mari 25%. Le jour du divorce, elle se dit, chouette, j'ai 75%. Non, non. Elle avait 75% et lui 25%. Ça veut dire qu'au divorce, le mari avait droit à 50% de ses 75 et elle à 50% de ses 25, soit finalement revenir à 50-50. Attention à cet aspect-là. Finalement, il y a un moment qui est plus joyeux, qui est la vie. Vous prenez votre pension. Et vous prenez votre pension, vous souhaitez revendre votre activité. En personne physique, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que vous allez dire, bah oui, moi j'ai quelqu'un qui veut racheter mon activité, sauf que premièrement, racheter votre activité c'est vous. Donc en fait, il ne va pas vous racheter vous, il va éventuellement vous racheter tous les actifs et il va vous racheter la clientèle, ce qu'on appelait avoir le pas de porte, qui n'existe pas, sauf que vous ne saurez pas lui prouver la valeur parce que dans le cadre de la personne physique, je vous rappelle que vous n'êtes pas censé déposer vos comptes à la Banque nationale. Vous ne pouvez même pas. Ce qui veut dire que si vous voulez prouver l'activité, vous allez me dire, bah oui, mais j'ai ma comptabilité, sauf que votre comptabilité, elle n'a pas une existence légale, puisqu'elle n'est pas déposée. Ce sera beaucoup plus difficile. Alors qu'en société, vous déposez chaque année vos comptes à la Banque nationale, ce qui prouve la valeur de votre société. D'accord? Donc, revendre une activité en personne physique, c'est possible, c'est se mettre d'accord sur la valeur qui va être beaucoup plus coton.
Et puis, quatrième élément de cette problématique de la pérennité, donc vous voyez que jusqu'à présent, que ce soit en cas de mort, en cas de vie ou en cas de divorce, la société, c'est beaucoup plus confort. Puis, quatrième élément, c'est l'association. Comme je vous l'ai dit, demain, vous pensez au futur ou vous voulez grandir et vous devez vous associer. Ben, si vous êtes en personne physique, vous ne savez pas vous associer réellement. Ça pourrait être éventuellement deux personnes physiques qui s'associent. J'ai eu le cas, c'était encore des coiffeurs, qui n'arrêtaient pas de se dire, oui, j'ai des associés, mais qui étaient tous en personne physique. Et donc se posait la question chaque fois qu'ils faisaient un achat, c'est qui l'achète, c'est qui le possède. Bref, c'est la merde pour s'associer. En société, vous pouvez toujours décider de créer des nouvelles actions, de faire rentrer euh, un nouvel associé, c'est possible. Il y a même Donc, des formes d'entreprise qui permettent de faire rentrer des nouveaux partenaires comme la coopérative où on n'est pas obligé de repasser devant le notaire pour faire augmenter le capital et ça permet vraiment des associations, même dans le temps, qui sont facilitées. exactement. Et donc, à travers cette démonstration, quel est mon but? C'est de vous montrer, j'espère que vous en êtes convaincus, qu'il n'y a pas d'intérêt. Et alors nos étudiants, en général, quand on raconte ça, se disent, ouais, mais enfin, je connais plein de personnes physiques. Oui, et c'est pas ce qu'il faut faire. Et en plus, il y a un mythe qui est transporté non pas que par monsieur, madame, tout le monde, mais aussi par les professionnels du chiffre. On a énormément de comptables qui sont, et je rappelle que pour être comptable, on n'est pas obligé d'être bon gestionnaire. La comptabilité, c'est un métier technique qui n'implique pas forcément d'être quelqu'un qui a une vision stratégique de la gestion d'entreprise. Et il y a beaucoup de comptables qui conseillent donc, en tant qu'experts du chiffre, leurs clients sur quoi? Bah, sur du chiffre. Et donc, moi, j'entends beaucoup mes étudiants rapporter que oui, mais nous, on a eu un prof de compta qui nous a dit que ça ne valait la peine de passer en société que à partir du moment où on gagnait X milliers, dizaines de milliers d'euros, parce que comptablement, alors dans l'escalier, on n'est plus tout à fait bien, parce que dans les premiers étages, on est à des taux réduits, et qu'ici on a un taux fixe, mais avant il était de 33,99, maintenant il a diminué, on est à taux réduit à peine plus de 20%, donc ça va être vraiment difficile à battre aujourd'hui. Mais on entendait vraiment beaucoup ça. Jusqu'à tel montant, pas intéressant, à partir de tel montant, on y pense. Mais ce n'est prendre en compte que des chiffres qui sont considérés tout à fait hors de toute stratégie de gestion d'entreprise. Or, la gestion d'entreprise, c'est pas que des chiffres de fiscalité, c'est une question de capital, de coût, mais ça, on a vu qu'en fait, ces deux éléments-là, ils étaient plus à prendre en compte aujourd'hui puisqu'ils sont équivalents. La fiscalité, c'est un choix, et en fait, en l'étudiant en profondeur, on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant en société puisqu'on peut la gérer comme on le veut et qu'en fait, les taux sont plus faibles quoi qu'il arrive, alors qu'en personne physique, bah, l'IPP, c'est croissant en escalier et on n'a pas le choix. On a vu que pour le risque patrimonial, c'était clairement 1000 fois plus avantageux pour la société que pour la personne physique. Et on a vu qu'en termes de pérennité, quel que soit l'événement de la vie qui se passe, divorce, pension, association, ou mort, et ben en fait, on a toujours plus de facilité à gérer l'événement quand on est en société qu'en personne physique. Donc, Et alors, pour la pérennité, parce qu'un argument que mes confrères donnent, c'est qu'effectivement, une société, quand on doit la liquider, ça coûte de l'argent. Mais comme tu viens de le dire, ce n'est pas un argument de gestionnaire, parce que n'oubliez pas, quand vous créez une société, elle est à durée illimitée. Et c'est bien comme ça qu'il faut le prendre, c'est qu'une société, quand vous la créez, elle devrait rester à la famille. Elle ne devrait jamais être liquidée. C'est un instrument, une société. C'est un outil. Et un outil, bah, vous ne le jetez pas. Vous le transmettez, vous le perpétuez. Et c'est exactement le rôle de la société. Donc, comme Sylvain l'a dit,
Oui, il y a beaucoup de personnes physiques. Oui, c'est moins avantageux. Je ne comprends pas qu'il continue à y avoir des personnes physiques. C'est simplement parce que c'est plus simple la plupart du temps. On ne se prend pas la tête. On ne veut pas créer de société. On se rend à un guichet d'entreprise. On s'inscrit comme personne physique et oui, on y va. Les guichets Méfiez-vous. d'entreprise ne sont pas non plus des gestionnaires. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont tous mauvais. On a eu des très mauvaises expériences avec certains guichets d'entreprise, des moins mauvaises expériences avec d'autres guichets d'entreprise. Aujourd'hui, Salvatore est en association avec un guichet d'entreprise et il est un point de contact. Donc, ça nous facilite le travail avec ce guichet-là en particulier. Mais il faut bien se dire que les gens derrière les bureaux des guichets d'entreprise ne sont pas fiscalistes, ne sont pas experts juridiques, ne sont pas comptables. Et donc, méfiez-vous de conseils qui peuvent venir de personnes qui s'en réfèrent à des procédures ou à des on-dit ou à des d'habitude je fais comme ça, par rapport à un vrai conseil sur mesure par rapport à votre situation. Donc voilà qui clôt ce chapitre sur la comparaison personne physique société. Là, il n'y a pas match, effectivement.